Et ce qu'on a trouvé, c'est que ce noyau cométaire, ça ne ressemble pas du tout à l'idée qu'on se faisait de ce que c'est qu'une comète. Il n'y a pas non seulement de planètes pareilles dans le système solaire, mais qu'il n'y a pas de système pareil. Et tout ce que vous faites, ce que vous mangez, ce que vous consommez, ce que vous votez, etc., joue sur la biosphère. Et la biosphère joue sur vous. Quand on dit l'homme fait l'histoire, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de plan B pour l'homme sur Terre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va pouvoir parler d'exoplanètes, on va pouvoir aussi parler de l'origine de notre Terre et répondre à une question que beaucoup de gens se posent, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ou pas? Pour répondre à nos questions, Jean-Pierre Bibrigne est l'invité du jour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à parler de nos affaires, comme on dit. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez un petit peu résumer votre métier, ce que vous avez fait en fait, les projets principaux sur lesquels vous avez travaillé? Alors d'abord, je suis un pur produit de l'université. Moi, j'ai fait mes études à l'université. J'ai gravi les échelons de l'enseignement, parce que je voulais faire à la fois de l'enseignement et de la recherche. C'était à Orsay, c'est toujours à Orsay, qui maintenant s'appelle l'Université Paris-Saclay, mais c'était l'une des universités de Paris. Et j'ai fait de la physique d'abord, de la physique nucléaire. Et au moment où je devais choisir en fait des orientations, c'est au moment où les premiers échantillons lunaires arrivaient. C'était les missions Apollo américaines, Luna soviétique. Et donc, je me suis aperçu que ce que j'avais appris en physique me permettait de rentrer dans ce qui devenait de plus en plus excitant, c'est-à-dire analyser des échantillons extraterrestres qui avaient été collectés, soit par des hommes sur Apollo, soit d'un point de vue parfaitement automatique avec les soviétiques. Et j'ai commencé à travailler sur ces effets-là. Et progressivement, je suis rentré de plus en plus dans ce qu'on appelle l'astrophysique spatiale, qui consiste à fabriquer des instruments qui volent dans l'espace pour aller observer soit l'espace lointain, soit notre propre système. Et moi, je me suis plutôt centré sur l'exploration spatiale du système solaire, qui est quelque chose qui est né dans les années 60. Donc ça existait quand j'ai démarré, mais c'est progressivement que on s'est donné les moyens d'aller observer l'une après l'autre les planètes du système solaire et d'autres objets, des petits corps, comètes et astéroïdes. Donc je suis rentré là-dedans et on a même créé un laboratoire à Orsay qui s'appelle l'Institut d'astrophysique spatiale, où je suis toujours. Et nous avons participé à l'intérieur de ce laboratoire, moi je me suis occupé de l'exploration du système solaire, à peu près à toutes les grandes aventures de ces décennies. On a des choses qui ont volé et qui volent toujours autour de Mars, on a fait pas mal de missions comme ça. Et ce qui m'a réellement plu là-dedans, c'est que plus on découvrait des choses, parce que c'est vraiment des découvertes, plus notre regard sur ce qu'est la Terre a évolué. Et on arrive aujourd'hui à une vision de ce qu'est la Terre dans sa formation, dans son évolution, dans ses propriétés, totalement différente de celle que l'on avait, que j'avais moi-même, bien sûr, quand j'ai démarré ce métier. D'accord, donc alors là vous avez parlé de missions pour observer, donc quand on parle d'observation, est-ce qu'on parle juste de télescopes qui survolent ou on parle aussi de sondes qui atterrissent? Les deux, c'est-à-dire que le spatial, qui consiste à essayer d'avoir accès aux propriétés de ce que l'on peut observer justement, il le fait de différentes manières. On peut soit passer très vite devant quelque chose, on fait ce qu'on appelle des survols. On peut rester en orbite autour de ces objets, mais à une certaine distance. On est en orbite à quelques dizaines, centaines de kilomètres de l'objet. Et donc c'est à distance que l'on va essayer de sonder les propriétés sur toute la surface, mais pas seulement, de l'atmosphère s'il y en a, ou même du sous-sol. Et puis il y a des cas où on peut franchement se poser dessus et analyser localement à ce moment-là un certain nombre des propriétés. Et de fait, ce qui est très efficace, c'est quand on peut coupler tout ça. Si vous ne faites que de l'observation à distance, ben vous n'avez pas forcément la précision que l'on peut avoir quand on se pose. Quand on se pose, on a de la précision, on peut descendre jusqu'à l'échelle des microscopiques. En fait, chaque grain, on peut l'analyser, mais c'est local. Et après, il faut bien sûr savoir comment on peut extrapoler ce que l'on voit là à l'ensemble de la planète. Et donc, il y a maintenant pour pas mal d'objets, la Lune bien sûr, mais Mars aussi, et d'autres objets, la capacité réellement de coupler la vision globale et la vision locale. Et c'est ça qui nous a permis de comprendre la formation et l'évolution de ces objets. Mars est emblématique, bien sûr, parce qu'il y a eu des quantités de missions sur Mars, et on a à la fois une vision globale de ce qu'est Mars dans son histoire, et on a pu montrer qu'il y a eu des ères différentes de l'évolution de Mars, qu'il y a des moments où Mars avait de l'eau liquide à sa surface, très vraisemblablement, et que tout ça, ça a disparu, on peut expliquer pourquoi, et on peut maintenant essayer d'aller se poser dans des sites qui ont gardé la mémoire de ces moments très anciens, où Mars a eu de l'eau en surface, par exemple, et de savoir s'il y a eu une évolution chimique semblable à celle qui, sur Terre, a donné naissance à ce qu'on appelle le vivant. D'accord. Alors, parmi toutes les missions sur lesquelles vous avez travaillé, il y en a une que je trouve particulièrement remarquable, qui consistait à se poser sur une comète
Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus? Vous avez travaillé dessus? Oui, bien sûr. Si vous voulez, dès qu'on a eu les moyens d'aller voir les autres objets, je vous dis, on a commencé par les planètes. Et très tôt, s'est posé la question d'essayer d'avoir aussi accès aux objets plus petits, mais qui peuvent nous renseigner très différemment sur ce qu'ont été les processus de formation. Et là, on parle essentiellement des objets cométaires. Et donc, l'idée d'aller faire un rendez-vous avec une comète est née très tôt, en fait, dans les années 70-80. Et la première mission qui a eu lieu, c'est une mission de survol de la comète de Halley. Vous savez que la comète de Halley tourne en 76 ans. Elle revenait en 1986 tout près de la Terre. Et donc, il y a eu plusieurs missions d'observation. Et il se trouve que c'est ma première mission, en fait. J'ai pu participer à ces missions-là de survol, mais c'était des missions extraordinaires quelque part parce que la vitesse relative était tellement élevée, 70 km par seconde, qu'entre le moment où vous êtes devant et le moment où vous êtes derrière, il y a 2 minutes. C'est-à-dire que vous avez 2 minutes pour faire toutes les mesures. Bon. Alors vous imaginez un petit peu ce que ça représente. C'est très excitant, mais très compliqué en fait, et très éprouvant. Ça peut être très frustrant. Et on a fait ça, moi j'ai participé aux missions avec les soviétiques parce qu'il y a 5 sondes qui ont été utilisées, 2 sondes japonaises qui regardaient surtout la queue, plasma. Il y avait donc 2 sondes soviétiques qui avaient le but, c'est de passer à quelques milliers de kilomètres, ce qui est déjà très près. Mais pour augmenter le temps d'observation, il y avait même une plateforme qui pointait en permanence pendant les 2 minutes. Et il y en avait 2, les soviétiques faisaient toujours 2 sondes pour le même objectif. Et donc, on avait un instrument à bord, fait en France, derrière le 800, qui était là pour la première fois, caractériser le noyau de la comète réellement, parce qu'on rentrait dans la coma, dans cette atmosphère. Et grâce à ça, une sonde faite par l'Agence spatiale européenne, qui s'appelait Giotto, a pu aller tout droit, parce qu'on a pu lui donner suffisamment d'indications pour dire, si tu veux vraiment aller tout droit, il faut aller là. Elle n'avait pas de moyen de pointage, mais elle a été le plus près possible pour essayer de savoir ce que c'était. Et donc, tout ça, ça nous a donné énormément d'informations sur un chamboulement en fait de notre conception de ce qu'est le noyau d'une comète. On n'avait pas d'idée de ce qu'était une comète. On sait que quand la comète passe près du Soleil, elle développe cette coma, c'est pour ça qu'on appelle ça une comète, cette atmosphère, et des grandes queues comme ça, parce qu'il y a de la glace qui se sublime essentiellement et qui donne ce gaz que l'on voit derrière. Mais on n'en savait pas plus, et là tout d'un coup on a découvert un certain nombre de choses, dont le fait qu'il y a une matière organique très intéressante. Mais on n'avait pas prévu ça avant, et donc on n'avait pas les instruments qui allaient bien, et en plus en 2 minutes c'est compliqué, pour analyser ce matériau. Et c'est de là qu'est né, en Europe à vrai dire, on devait le faire avec les Américains qui sont partis du projet, une mission pour aller à la rencontre d'un noyau de comète, et même larguer quelque chose qui descend là-dessus. Donc on a imaginé ça dans les années 80, et c'est comme ça, après plein de déboires d'ailleurs, que la mission Rosetta est née sur une base purement européenne. Initialement, on voulait même aller se poser dessus, prendre un peu du noyau cométaire et le rapporter sur Terre. Faire un retour d'échantillons cométaires, ce qui n'a jamais eu lieu depuis d'ailleurs. Mais comme ça se fait avec les Américains qui ont quitté le projet sans même nous prévenir, à vrai dire, on a décidé que si on ne pouvait pas ramener les échantillons, on allait amener le laboratoire là-bas. Et c'est comme ça qu'est né cet ensemble très intéressant de Rosetta et de Philae. Philae, c'est donc un module qui avait comme objectif d'aller vers la comète attaché au module principal qui s'appelle Rosetta, et puis quand on ne serait pas trop près, pas trop loin, d'être largué pour aller se poser dessus. Et ça a eu lieu. Après pas mal de déboires aussi, le lancement a eu lieu en 2004, et c'est en 2014, après 10 années de croisière, qu'on a pu se poser en novembre 14, sur ce noyau. Et donc j'étais pas mal impliqué dedans, puisque j'étais co-responsable scientifique de ce module de descente, justement. Il y avait 2 responsables, un Allemand et moi, parce que c'était une aventure très internationale, en fait, très coopérative. Et la France et l'Allemagne, et les Italiens aussi, du reste, étaient très impliqués dans ce projet-là. Et donc, c'est la première fois que... Mais vous voyez, c'est des technologies des années 80 qu'on a mis en place. Et on s'est posé 30 ans plus tard, entre le temps qu'il faut pour concevoir, pour développer, pour y aller, etc. Et donc, c'est un succès que je trouve assez extraordinaire quelque part, parce qu'il fallait, dans les années 80, alors qu'on ne savait rien d'un noyau cométaire, on ne savait pas si on allait s'enfoncer, si on allait
glisser, si on allait rebondir, on ne savait pas du tout ce que c'était. Il fallait concevoir un système qui pourrait s'adapter à ce qu'on trouverait sur place. Et finalement, pour l'essentiel, ça a pas mal marché. Il y a eu des trucs qui n'ont pas bien marché, mais d'autres qui ont marché, du point de vue énergétique, du point de vue, etc. Et on a finalement réussi à se poser. Ça a rebondi, si vous vous souvenez. C'est une aventure assez extraordinaire parce qu'on n'avait pas prévu que ce matériau-là, on avait peur de s'enfoncer, auquel cas on aurait été mort, si on peut dire. On n'aurait pas pu communiquer. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. On a rebondi, mais on a rebondi avec une vitesse telle qu'on a rebondi, mais on s'est reposé dessus. Comme ça, on a fait plusieurs rebonds jusqu'à arriver dans une alcôve qui n'avait jamais vu le soleil. Et on a pu commencer à analyser justement ce matériau-là. Et là, il y a eu des découvertes qui peut-être on aurait dû en dire plus, parce que c'était tellement spectaculaire le fait d'y aller que les gens n'ont pas tellement demandé après. Alors, vous avez trouvé quoi? Et ce qu'on a trouvé, c'est que ce noyau cométaire, ça ne ressemble pas du tout à l'idée qu'on se faisait de ce que c'est qu'une comète. Il y a très peu d'eau, par exemple, alors qu'on pensait que l'eau était le constituant majeur d'une comète, que c'était la fameuse eau sale qui avait été diagnostiquée avant. Il y a bien sûr un petit peu d'eau, c'est ça qui donne accès à nouveau à la chevelure et aux queues, mais l'essentiel du matériau, c'est de la matière organique, c'est la matière faite de carbone, des macromolécules, des grains organiques de plusieurs millimètres même, qu'on a montré sur nos images. Je crois que dans ce livre, je dois donner forcément, j'espère d'ailleurs, quelques images de ce que c'est que ce noyau cométaire. Ce matériau-là, peu importe le sens, ça c'est le pied de Philae, donc vous voyez, ce matériau-là qui est très très sombre. D'ailleurs, pour faire une image comme ça, il faut dilater l'échelle parce que c'est tellement noir, c'est plus noir que du charbon. C'est vraiment de la matière, la matière organique. Et c'est là qu'on a réalisé que cette matière-là, qui est faite dont on n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'analyse d'ailleurs, et c'est pour ça qu'actuellement, avec dans d'autres missions, on essaye d'analyser ce matériau-là, en particulier en faisant des retours d'échantillons de ce type de matériaux. Et on l'a fait entre autres avec les Japonais, peut-être que je vous en parlerai tout à l'heure. On s'est aperçu qu'effectivement, ce matériau-là, c'est un matériau qui a dû être essentiel pour orienter l'évolution de la chimie du carbone une fois que certains de ces grains-là sont entrés dans les océans terrestres primordiaux. Parce que c'est certaines propriétés de ces grains qui sont pas du tout des propriétés génériques qu'on trouve partout dans l'univers, qui procèdent aussi de l'évolution de ces objets-là avant même qu'ils aient pu rentrer dans le système interne et rentrer sur Terre en particulier, qui ont des propriétés qui ont pu effectivement modeler la chaîne de réaction chimique qui a conduit à ce qu'on appelle le vivant sur Terre. Et donc ça a été une assez grande révolution dans notre conception même de ce qu'est l'évolution tout court et l'évolution en particulier de la chimie vers le vivant sur Terre. Et une grande partie de ce que beaucoup de gens font maintenant, moi-même j'y participe encore, c'est d'analyser le plus finement possible ce matériau-là. On a moyen d'avoir accès à certaines de ces chaînes moléculaires. Et peut-être que je vous en dirai un mot ou deux, parce qu'on trouve des choses assez marrantes, on va dire, intéressantes. Mais on travaille maintenant, et c'est une des choses qu'on fait d'ailleurs avec les Japonais, sur une prochaine mission qui sera réellement d'aller sur un noyau cométaire, prendre ce matériau-là et le ramener sur Terre, pour profiter de toutes les technologies qu'on a sur Terre, pour aller vraiment finement dans ce qui a été le cœur probablement de l'évolution vers le vivant. Parce que là, c'est quoi les propriétés du coup spéciales des matériaux qu'on a trouvés dans ces comètes? À nouveau, quand on dit qu'il y a des grains organiques, ça veut dire que, vous savez, le carbone, c'est un élément, on sait bien ce que c'est que le carbone. Électroniquement, c'est un élément qui a de grande facilité à se lier avec d'autres, avec de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, etc. Donc, ce qu'on appelle la chimie organique, c'est toute la chimie qui est basée sur la possibilité que le carbone, dans l'espace de manière générale d'ailleurs, mais sur Terre aussi, arrive à faire des réactions, faire des macromolécules qui peuvent se polymériser, le polythène, des choses comme ça. Bon, tout ça, c'est basé sur la chimie du carbone. On sait que ces grains-là sont essentiellement faits de ces structures-là. Et on a découvert par la mission Rosetta un très grand nombre de molécules basées sur du carbone, y compris les acides aminés, la glycine a été détectée, et une grande chaîne comme ça de réactions. Mais on n'a pas encore pu, c'est ça c'est la grande frustration quelque part de cette mission, qui était superbe par ailleurs, on n'a pas pu, dans ces grains-là, analyser finement des propriétés qui nous semblent être essentielles. Je vais vous dire un exemple, pour vous montrer à la fois le potentiel de ces choses-là et la frustration qu'il y a. Vous savez ou vous ne savez pas que dans le corps humain, on a bien sûr beaucoup de chimie organique, dont les acides aminés, les protéines, les sucres, et ils ont des propriétés très particulières, dont l'une qu'on appelle la chiralité. On ne va pas être trop long là-dessus, mais
La chiralité veut dire que quand vous avez une molécule qui se fabrique avec un tas de groupements qui se mettent dessus, eh bien, ils peuvent être d'un côté ou de l'autre de la molécule, essentiellement. Ils peuvent avoir des formes différentes. De même que vos deux mains, ils ont 5 doigts, mais vous voyez qu'ils ne sont pas superposables. Ils sont superposables dans une image, dans un miroir. C'est ce qu'on appelle la chiralité. Eh bien, il se trouve que dans le corps humain, certaines des molécules, en particulier les acides aminés, ont tous la même propriété. Ils font tourner la lumière, comme on dit, d'un côté et pas de l'autre. Ils ont des propriétés, c'est comme s'il n'y avait que des mains gauches. Il n'y a pas de main droite du point de vue des acides aminés. Les sucres, c'est l'inverse, sont tous droits et pas gauches. Eh bien, quand vous faites une réaction chimique et vous fabriquez ces choses-là, vous fabriquez autant de l'un que de l'autre. En principe, vous fabriquez des mélangeurs, ce qu'on appelle racémiques, autant de l'un que de l'autre. Le vivant a réussi, si on peut dire, cette performance d'éliminer, pour les acides aminés, tous les corps droits, pour ne garder que les gauches, et pour les sucres, tous les gauches, pour ne garder que les droits. D'où ça vient? Quelle est la propriété initiale qui a conduit à cette spécificité de la chimie organique terrestre pour que, dans ce qui est rentré dans le vivant, il y a une sélection qui s'est opérée, très tôt probablement dans le système. Et on pense qu'une partie de cela est due à des excès de ces chiralités qui étaient déjà là dans les grains qui sont arrivés sur Terre. Et dans Philae, on avait les moyens d'analyser ces excès-là. Et pour des raisons énergétiques essentiellement, liées au fait qu'on est finalement arrivé dans une alcôve où il n'y a pas de soleil, on n'a pas pu recharger nos batteries. Et donc, on a travaillé pendant 60 heures, ce qui était déjà très bien. Mais la première expérience qu'on aurait fait si on a pu recharger nos batteries, ça aurait été de mesurer ces excès de chiralité pour savoir, comme on le pensait et comme on le pense toujours, que probablement c'est des propriétés dans le disque qui a donné naissance au système solaire, que certaines irradiations du soleil jeune a pu modifier dans ces grains-là, et que ce sont ces excès-là qui ensuite, rentrant dans des océans terrestres primordiaux, compte tenu de la composition, c'est pas l'eau seulement, mais les ingrédients qu'il y avait dans ces océans, ont pu favoriser une chaîne d'évolution qui a sélectionné une forme plutôt que l'autre. Et c'est ça qui a conduit, entre autres, à comprendre que toute l'évolution de la chimie est faite comme ça, d'ingrédients qui quelquefois ne sont pas du tout majoritaires. Il en suffit d'un tout petit peu, ça peut être un élément mineur ou trace, mais qui va avoir un effet essentiel sur l'évolution ensuite. Donc voilà, c'est comme ça que les affaires Rosetta et Philae ont initié énormément de choses qui se passent aujourd'hui dans la reconception qu'on peut avoir de l'évolution au sens large, et en particulier de l'évolution de la chimie du carbone vers le vivant. Du coup, là, ça me fait venir une autre question. Cette comète, est-ce qu'elle appartient à un autre système solaire ou est-ce qu'elle vient d'un autre... Non. Il peut y avoir des objets qui viennent d'un autre système. Non, l'essentiel de ce qu'il y a dans le système solaire aujourd'hui, c'est formé très tôt dans le système à partir du matériau qu'il y avait dans ce disque. Les faits de matériaux qui venaient d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, toute l'évolution de ce disque et sur toutes les collisions qu'il a pu y avoir, l'accrétion pour donner à partir des petits grains pour donner des grands objets, tout ça, c'est quelque chose qui sont passés il y a 4,7, 4,8 milliards d'années autour du Soleil. L'essentiel de la masse est arrivé au centre pour faire le Soleil, mais tout le reste a donné les millions, les milliards d'objets qui peuplent le système solaire, les planètes évidemment, les 8 planètes, mais tous les autres objets de petite dimension qui sont accrétés. Certains d'entre eux ont disparu par choc ou ont quitté même le système solaire. Mais les comètes actuelles sont les résidus de ce qui s'est formé très tôt dans l'évolution du système solaire. Donc si c'est les résidus de ce qui s'est formé assez tôt, est-ce que ça nous permet d'avoir des informations supplémentaires sur la formation du système solaire à ses tout débuts? Bien sûr. Le fait que les 4 planètes internes plutôt que Mercure, Vénus, la Terre et Mars, plutôt qu'une ou 10 ou 1000, c'est une information importante sur toute la dynamique qu'il a pu y avoir, les instabilités gravitationnelles, les migrations planétaires. C'est des mots qui peuvent ne pas avoir encore percolé dans la conscience de chacun, mais vous savez, on est resté tout le temps avec cette idée, par exemple, que tout est très statique, que il n'y a pas d'évolution au sens même dynamique des choses. On s'aperçoit bien sûr que c'est tout le contraire. Il y a une évolution dynamique qui est absolument essentielle. Et par exemple, on pense que tous les mouvements planétaires sont réglés, comme on dit, comme du papier à musique. C'est-à-dire que la Terre tourne toujours de la même manière, qu'elle a toujours tourné comme ça, qu'elle tourne sur elle-même en 24 heures autour d'un axe, ça a toujours été à 23 degrés, ce qui n'est pas, etc. Non, en fait, plus ça va, plus on s'aperçoit que tout ça, ça résulte
tout un tas d'effets dynamiques d'évolution qui ont pris place très tôt dans le système et qui ont perduré, mais qui continuent à évoluer. Et c'est cette évolution qui est très intéressante. Et donc cette dynamique initiale a en particulier fabriqué beaucoup de collisions. Et quand vous avez deux objets qui se rencontrent en fonction de la vitesse, si c'est à faible vitesse, ça veut dire de l'accrétion, ils vont croître. C'est comme ça que la Terre s'est accrue, comme toutes les planètes. Si c'est plus fort comme choc, au contraire, ça redonne de la poussière et ça peut disparaître. Donc ce mouvement-là est très important. C'est ça qu'on étudie actuellement maintenant, à la fois par observation et par modélisation. Il y a maintenant des techniques de modélisation et des gens qui font une physique extraordinaire liée à de la mathématique pour pour simuler tout ce qui a pu conduire à un moment donné à un système comme le nôtre avec 4 planètes internes, 4 planètes géantes. Alors que maintenant, et c'est une des grandes découvertes avec les exoplanètes, on sait maintenant que la plupart des étoiles que vous voyez le soir sont entourées de planètes, mais qu'il n'y en a pas deux pareilles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non seulement deux planètes pareilles dans le système solaire, mais qu'il n'y a pas de système pareil. Et que cette notion d'extrapolation qu'on avait tous, parce que quand on connaissait que la Terre, on proposait que tous les autres mondes soient les mêmes. Et donc on extrapolait, et c'est pour ça qu'il y avait la fameuse pluralité des mondes, et que beaucoup de gens, depuis l'Antiquité, ont proposé qu'il y ait partout la même chose. Maintenant qu'on a été voir, dans le système solaire, on commence à comprendre qu'il n'y en a pas deux pareils, et on commence surtout à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que la Terre est devenue la Terre, que Mars est devenu Mars, etc. Et maintenant que, grâce aux découvertes des exoplanètes, après la découverte majeure de Michel Mayor et de Didier Queloz en 1995, on s'est aperçu qu'effectivement, il y a des exoplanètes absolument partout, mais en même temps, et c'est peut-être le plus important de leur découverte, que je trouve extraordinaire, c'est qu'il n'y en a pas de pareil, c'est-à-dire que le système solaire est absolument unique comme tel. Qu'est-ce qui fait que tous les systèmes sont différents? C'est que justement, ce qu'on appelle un système, cette distribution de la matière sous forme de planètes ou de petits corps, elle résulte de phénomènes qui sont présents partout en tant que phénomènes, mais qui prennent des formes particulières à tout moment. Et parce que dans l'espace, c'est ces formes qui vont déterminer finalement la structure finale, qui n'est pas finale, mais actuelle, et qui ne cesse que d'évoluer, eh bien, ça fait la diversité que l'on voit. Donc on comprend maintenant que la diversité est le nouveau paradigme. Au lieu de pouvoir extrapoler ce que l'on voit pour dire qu'il y a pluralité, qu'il y en a partout pareil, on s'aperçoit tout au contraire que les processus sont les mêmes, c'est toujours des collisions, des interactions gravitationnelles, tout ce que vous voulez, mais la forme que cela prend est parfaitement contingente, c'est-à-dire qu'elle dépend du contexte. Vous rajoutez un tout petit peu plus de ceci et de cela, vous changez un tout petit paramètre, et tout d'un coup, vous avez une évolution différente. Et ce que je trouve extraordinaire maintenant, c'est le fameux hasard à nécessité. On commence à peser le rôle respectif du déterminisme des lois physiques. Une loi physique est déterministe, mais ça dépend des conditions initiales. Les conditions initiales ne sont jamais les mêmes d'une situation à l'autre. Il y a toujours des écarts aussi faibles. Quand vous avez quelqu'un qui tire 10 pénaltys, il ne pourra jamais faire 2 fois le même, parce que le fait que l'herbe soit comme ça ou que le doigt soit comme ci, etc., va faire quelque chose qui, le fameux chaos de points carrés, à un moment donné, ça va diverger. Et si vous faites 10 fois de suite un service au tennis, ils seront tous différents. Parce qu'il suffit d'un tout petit quelque chose pour que la trajectoire soit différente, indépendamment du courant d'air. Hein, je sais pas. Simplement, et le courant d'air aussi d'ailleurs. Donc voilà, dès qu'on commence à montrer que se superpose au déterminisme des lois de la physique l'arrivée d'événements qui sont imprédictibles en soi, c'est ça qu'on appelle le hasard. Chacun est déterminé par des lois physiques. Quand vous avez une collision de deux objets, la Terre par exemple a eu une collision avec un gros objet qu'on appelle Theia, très tôt dans son histoire, quelques dizaines de millions d'années après être formé. La trajectoire de la Terre, la trajectoire de Theia, elles sont déterminées par les lois de la gravité. Mais vous n'avez aucun moyen de savoir qu'elles sont pas corrélées. Le fait que quand Theia arrive, la Terre soit à cet endroit-là, et à cet endroit-là, sur cette orientation-là, plutôt que ça, va vous donner une orientation particulière du choc, un point d'impact différent. Vous changez un tout petit quelque chose, et tout d'un coup, le résultat va être complètement différent. Et donc, l'évolution de la Terre va être incroyablement fonction de ce choc-là, par exemple, qui a donné naissance à la Lune, mais il y a eu plein d'autres choses. Une grande partie, la tectonique des plaques que l'on a actuellement, le fait qu'il y ait de l'eau en surface, tout ça est directement lié à certaines des propriétés du choc que la Terre a eu avec cet objet-là. Et s'il y avait eu un autre type de choc, enfin, non pas un autre type de choc, mais un choc avec d'autres paramètres, une masse différente, une composition différente, un angle différent, une vitesse différente de choc, on ne serait pas là pour en parler.
C'est vrai que c'est contre-intuitif parce que, vu de l'extérieur, on pourrait se dire que toutes les planètes du système solaire ont été faites avec les mêmes matériaux. Et chaque planète est différente. Même si on va sur une seule planète, les lunes de chaque planète ont quand même des allures qui sont complètement différentes. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, il y a, par exemple, le télescope JWST actuellement fait des images du fond profond absolument incroyables. Il faut faire attention à la beauté des images, parce que les images, elles vous disent quoi? Tous les points que vous voyez quand vous faites le champ profond, c'est des galaxies. Vous avez l'air de on a envie de dire, bah, c'est partout pareil. Notre galaxie n'est pas unique, la preuve c'est qu'il y en a autant que vous voulez, on peut dire. Avec d'ailleurs cette chose que quand on dit qu'il y a des milliards de milliards, on dit que c'est l'infini. Non, des milliards de milliards, malgré tout, ce n'est pas l'infini. Et en termes de probabilité, ça peut ne pas être suffisant pour qu'il y ait quelqu'un comme vous actuellement qui dise la même chose ailleurs. Mais bon, il y a des milliards de milliards. Et donc, à grande échelle, on a l'impression que c'est partout pareil. Et ça relève un petit peu de ce que vous dites, à savoir que non seulement les structures semblent les mêmes, mais les ingrédients sont les mêmes. Et c'est vrai que les atomes que l'on connaît, l'hydrogène, le carbone, etc., ils existent partout. Pas forcément dans les mêmes proportions, pour les éléments stables à peu près, pour les éléments radioactifs pas vraiment, mais bon, il y a les mêmes ingrédients partout. Et donc, tant qu'on n'a pas la capacité d'aller regarder finement, c'est-à-dire de faire des zooms sur ce que l'on voit, eh bien, on peut, de ces images-là, arriver à cette idée qu'il y a une uniformité incroyable de l'évolution des structures et que les structures sont partout pareilles. Et donc la pluralité des mondes, le fait que ce qui a conduit à fabriquer la Terre puisse aussi se reproduire ailleurs, on se dit il y a tellement de cas que bien sûr ça existe ailleurs. Ça c'était vrai, je dis bien c'était vrai, tant qu'on n'a pas de moyen d'aller explorer les choses, d'aller zoomer précisément sur ce que c'est que le système solaire, de ce que sont les autres systèmes, et de comprendre les raisons de ce qui sort de ce zoom, c'est-à-dire la diversité. Le fait qu'on observe de la diversité, ce qu'on ne savait pas avant d'y aller. Il y a 50 ans, on ne savait pas, quand on disait qu'il y a de l'eau sur Mars ou qu'il y a de la vie sur Mars, il n'y avait rien qui permettait de dire qu'il y a ou qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait aucune information qui nous permettait de dire qu'il y a de la vie ailleurs ou qu'il n'y en a pas. Ce n'était pas du domaine de la science, ce n'était pas une approche scientifique, c'était purement dogmatique. Pourquoi? Parce qu'on voulait se référer à des idées qui avaient été ancestralement mises dans nos sociétés à nous. Hein. Avec nos 2 millénaires de monothéisme, il y avait quand même cette idée qu'il y a de la création derrière, etc. Bon. Maintenant qu'on peut y aller voir, on s'aperçoit que les raisons de cette diversité, elles le reflètent précisément l'intervention dans l'évolution de phénomènes imprédictibles, on appelle des hasards, et qui sont majeurs, même s'ils sont majeurs comme effet, même s'ils ne sont pas majeurs comme ingrédients. Je vous ai parlé de la chiralité tout à l'heure, mais c'est la même chose, je vous ai dit, avec l'impact de Theia, avec la migration des planètes. Vous savez que pourquoi les systèmes sont tous différents, les systèmes planétaires, stellaires, exoplanétaires, on va dire. Pourquoi ils sont tous différents? Mais parce que dès que vous avez ce disque qui se met à tourner, qu'il y a de la matière dans ce disque, dès que vous accrétez un objet, il va interagir non pas seulement avec les autres objets solides, mais aussi avec le disque lui-même. Et c'est ça qui va faire que les objets se mettent à migrer, comme on dit, c'est-à-dire à tourner, et à se retrouver éventuellement très près de leur étoile, alors qu'ils sont formés très loin. Parce que pour qu'un objet puisse accréter du gaz, il faut qu'il ait un gros noyau. Pour avoir un gros noyau, il faut qu'il se forme loin, pour avoir non seulement des grains minéraux, mais aussi des glaces. Plus vous êtes loin, plus il fait froid. Si vous avez beaucoup de glace, vous avez rapidement une masse telle que le gaz va être accrété. C'est ça qui a donné naissance aux planètes géantes, Jupiter, Saturne, chez nous. Mais une fois que vous avez ça, cette planète-là, elle n'a aucune raison de rester là où elle est, parce qu'elle va continuer à migrer dans le système solaire. Et vous pouvez très bien avoir des planètes qui, avec cette migration, se retrouvent très près de leur étoile. Pas trop près, sinon elle disparaîtrait. Mais il y a une limite, mais qui est très petite, qui est très en delà de l'orbite de Mercure, par exemple, chez nous. Limite qui fait que cette planète, elle peut rester là des milliards d'années éventuellement. Et donc, quand vous observez une planète géante de grande masse tout près de l'étoile, ça ne veut pas dire qu'elle s'est formée là, ça veut dire qu'elle a migré jusqu'à cet endroit-là. Et ça va s'arrêter au moment où il n'y aura plus rien dans le disque. Et le départ de la matière du disque va dépendre de l'évolution, de la proto-étoile, etc. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, ça fait une incroyable diversité. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est une idée qui est compliquée de se retirer de la tête. L'idée qu'il y ait plein de mondes qui sont identiques. J'étais tombé sur une revue l'autre jour qui montrait un petit peu Mars et les différentes étapes de Mars. Et qui montrait les étapes précédentes de Mars. Et en fait, c'était plus ou moins notre Terre, mais un petit peu différente. Comme si, en fait, tous les mondes étaient identiques. C'est juste que les mondes étaient à des étapes différentes de leur évolution, mais que
grosso modo, c'était juste des terres soit en devenir, soit des terres passées, mais dans tous les cas, des terres. Que vous dire? Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé du temps et c'est quand même un livre entier. On a, pour des raisons historiques là maintenant, et presque philosophiques, du mal à s'extraire d'une idée qu'il y a des terres de partout. Parce que on a passé tellement de siècles à extrapoler ce qu'est la Terre aux autres mondes que l'on ne connaissait pas, que maintenant qu'on essaye de comprendre que l'évolution, elle est riche de chemins d'évolution différents, on essaye malgré tout de toujours se recaler avec cette idée précédente. On trouve quelque chose, on va essayer de le rentrer là-dedans. Ouais. Donc on va dire que les étapes Mars, c'est une étape antérieure de la Terre. On peut le dire comme ça, sauf que ce n'est pas vrai. Tout va dépendre, enfin ce n'est pas vrai, ce n'est pas la manière de le dire non plus. Tout va dépendre de ce que l'on met dans le mot de Terre. Si la Terre c'est un objet d'une certaine masse, à une certaine distance de l'étoile, il y en a autant que vous voulez dans l'univers, bien sûr. Et pourquoi c'est ça qui a permis de justifier l'extrapolation que l'on faisait des autres mondes à ce qu'est la Terre, à un stade éventuellement différent d'évolution, c'est parce qu'on était convaincu que ce qui fait l'évolution, c'est effectivement ce genre de propriétés, un petit nombre de très grandes propriétés, comme les dimensions, la taille, la distance à l'étoile. Mais on sait que ce n'est pas vrai, que l'essentiel de l'évolution, c'est un peu de ça, mais beaucoup d'autres choses. Et cette autre chose, c'est par exemple les propriétés de radioactivité de l'intérieur de la Terre. Qu'est-ce qui fait que l'eau est stable à l'état liquide? C'est la tectonique. De quoi dépend la tectonique? Eh bien, de la radioactivité, de la teneur en uranium, thorium, potassium. Vous prenez un autre objet qui n'a pas la même teneur, eh bien, il n'aura pas le même type de tectonique. Mais la tectonique, c'est aussi, par exemple, le fait qu'une partie de l'eau qu'il y avait très tôt dans l'histoire a pu non pas seulement remonter en surface, mais rester dans le manteau supérieur, et ça fait une viscosité très particulière. Qu'est-ce qui fait que l'eau est remontée ou pas? Ce n'est pas la distance à l'étoile. Ce n'est pas ça. C'est la composition de notre atmosphère, essentiellement. Ça, par exemple, cette histoire-là, à propos de l'habitabilité, je reviendrai après sur ce que vous disiez sur les étapes par rapport à Mars, parce que ça va être directement lié à ça. Il y a de la vie sur Terre, et on essaye de définir ça par ce qu'on appelle l'habitabilité. Est-ce qu'une planète est habitable ou pas? Et ce que j'essaye de montrer, c'est que ce concept-là, il est biaisé lui-même, parce qu'on veut revenir toujours à cette idée que la vie est une étape nécessaire de l'évolution. Cette idée qu'il n'y a pas de sens et pas de flèche est absolument essentielle. L'habitabilité, par l'idée que sur Terre, l'eau a été essentielle à l'évolution, elle renvoie à cette idée que pour qu'une planète soit habitable, il faut qu'il y ait de l'eau à l'état liquide. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Première chose, c'est pas vrai que c'est l'eau en soi qui est source de vie. L'eau était utile, elle est utile dans l'évolution de la chimie qui a conduit au vivant sur Terre. Mais il faut voir, c'est pas l'eau seule, c'est pas la molécule H2O, c'est ce qu'il y a dans l'eau. Si vous avez un aquarium avec de l'eau propre, pure, vous mettez un poisson dedans, il ne vit pas très longtemps. L'eau en soi n'est pas habitable. C'est les ingrédients, les catalyseurs, ce que vous allez rajouter dessus, qui vont favoriser certaines réactions plutôt que d'autres. Mais plus important que ça, qu'est-ce qui fait que l'eau est liquide à la surface de la Terre? Bien sûr, c'est un peu la distance au Soleil, il faut qu'il y ait de l'énergie qui vient du Soleil. Mais si on cherche actuellement la possibilité pour qu'il y ait la stabilité au niveau de Saturne, comme c'était le cas avec Titan par exemple, on voit bien qu'il y a 100 fois moins d'énergie qui arrive sur Saturne. On voit bien que la distance n'est pas là. Qu'est-ce qui fait la température à la surface de la Terre, qui fait que l'eau est stable à l'état liquide? Ce n'est pas les composants majeurs et même mineurs de la composition de l'atmosphère. Si notre atmosphère n'avait que de l'oxygène, de l'azote et de l'argon, 99,9% de l'atmosphère, on ne serait pas là pour en parler. Ce qui fait que l'eau est stable à l'état liquide, ce sont des constituants qui font moins que 0,1% de notre atmosphère, dont la vapeur d'eau et le gaz carbonique, le CO2. Mais l'histoire du CO2 en soi justifierait une émission ou justifierait un livre. Très vraisemblablement, la Terre avait, quand elle s'est formée, une atmosphère dense, comme Vénus aujourd'hui, avec des dizaines de bars, peut-être des centaines de bars de gaz carbonique. Qu'est-ce qui fait que le gaz carbonique est resté à la surface de Vénus? Et vous savez que sur Vénus, avec ça, l'effet de serre fait qu'il fait 450 degrés à l'ombre, et il n'y a pas d'ombre, comme on dit, sur Vénus. Et sur Terre, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement peu de gaz carbonique sur Terre? Sur Terre, il y a moins de 0,01% de 1 bar de gaz carbonique, alors qu'il y en avait peut-être des centaines de bars. On a
le gaz carbonique a disparu de notre atmosphère, mais dans des proportions incroyables. 99,999% du gaz carbonique a disparu. Mais comment il a disparu? Il a disparu parce que l'eau était stable à l'état liquide pour d'autres raisons, et que quand vous mettez du gaz carbonique en présence d'eau, le gaz carbonique se dissout dans l'eau, c'est pour ça qu'il y a de l'eau gazeuse, il s'ionise, et dans le cas de la Terre, les ions qui proviennent du CO2, c'est-à-dire CO3- et CO3-, HCO3- et CO3-, cela se récupère un cation, du calcium essentiellement, et ça va précipiter sous forme d'un sel qu'on appelle un carbonate. Tout le calcaire terrestre, c'est notre réserve de gaz carbonique initial. Et c'est incroyablement efficace. Je vous dis, 99,999% du CO2 est devenu ce calcaire, auquel d'ailleurs le vivant a donné sa contribution, ça a été les coquilles des espèces marines. Mais une partie de cela, qui s'est mis au fond des océans, ou au fond proche, a été introduit essentiellement sur les plaques continentales, et quand les plaques continentales, par la tectonique, rentrent un petit peu, ça les dissout et ça réinjecte une partie du CO2 dans l'atmosphère. Et la quantité réinjectée est extraordinairement faible, je vous ai dit. C'était les fameux 280 ppm, parties par million. Donc vous voyez, c'est 0,0002 de 1 bar. Donc je vous dis, c'est quelques millionièmes du gaz carbonique initial. Si vous aviez une tectonique particulière différente, eh ben, on n'aurait pas cette concentration-là, mais on en aurait une plus faible ou plus grande. Il y en a très très peu. Eh bien, ce très très peu-là, avec la vapeur d'eau, qui elle provient de l'évaporation des océans, les deux augmentent de 33 degrés. Vous voyez ce que c'est, 33 degrés la température moyenne. Et il ferait en permanence moins 18 degrés. L'eau ne serait pas liquide, ça serait de la glace, et on ne serait pas là non plus pour en parler. Donc vous voyez que pour rendre compte du fait que l'eau est stable à l'état liquide et qu'elle a un rôle important, il faut prendre en compte énormément de choses qui sont cette solubilité qu'il y a eu, la tectonique qui provient de la radioactivité, le mouvement des plaques qui provient de l'impact qu'il y a eu, le fait que le magma s'est contracté, a remis une partie de l'eau en surface, mais peut-être 90% dans le manteau, qui a donné une viscosité particulière, qui a fait qu'il y a 10 plaques et pas plus, etc. Donc, c'est tout cela qui fait qu'une planète peut devenir ou ne pas devenir, non pas habitable, mais propice au fait que l'eau va rester stable d'une manière pérenne sur le temps. La pérennité est aussi importante. Qu'est-ce qui fait que le climat terrestre, pour plus de 4 milliards d'années, reste elle-même? Une grande partie de la réponse, une grande partie seulement, une grande partie, c'est la stabilisation de ce fameux, ce qu'on appelle l'obliquité. C'est que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures autour d'un axe incliné par rapport au plan que fait la Terre autour du Soleil. Cet axe-là, qui est 23 degrés quelque chose, qui est bien sûr la latitude des tropiques, qu'est-ce qui fait que c'est cet angle-là? C'est le résultat des collisions. Qu'est-ce qui fait qu'il reste à cette valeur-là et que ça ne bouge pas en permanence? Elle bouge comme ça, quand même, cette obliquité. C'est ça qui est à l'origine de ce qu'on appelle la précession des équinoxes. On n'a pas le temps d'en parler ici, mais qui fait des petites variations du climat malgré tout, parce que la Terre n'est pas sur un cercle, mais sur une ellipse, qui fait qu'il y a des moments où on est plus loin ou plus près du Soleil, et donc ça fait ça. Bon, c'est ça qui est à l'origine des glaciations, en particulier sur des échelles de temps de quelques dizaines de milliers d'années. Mais ça reste toujours 23 degrés, donc ça fait des écarts de température de l'ordre de 4-5 degrés au maximum, ce qui peut paraître beaucoup, les glaciations c'est pas rien, mais c'est sur de longues périodes, quelques milliers d'années, et le système peut plus ou moins s'adapter. Mais ça reste là. Vous imaginez que si en plus de ce mouvement-là, il y avait ce mouvement-là, et que de temps en temps, cet axe-là est dans la direction du Soleil, vous imaginez ce que les pôles feraient, etc. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été... Bon, et c'est le cas de toutes les autres planètes. Toutes les autres planètes ont une obliquité qui n'est pas stable. Pourquoi? Parce que ce qui stabilise l'obliquité, comme vous savez, c'est Jacques Lascar, un astronome de Paris, qui a trouvé ça il y a 30 ans déjà. C'est remarquable. Que, très vraisemblablement, on ne peut jamais... C'est l'existence de la Lune qui a stabilisé cet angle-là. Mais des lunes, il y en a partout. Mais cette Lune-là a une particularité, c'est que la masse de cette Lune par rapport à la masse de la Terre, c'est le rapport de masse, est le plus élevé de ceux qu'on connaît. Il y a des lunes de la même taille que notre Lune, celle de Jupiter, mais Jupiter n'est pas affecté gravitationnellement par ça. Mars, par exemple, a 2 lunes, Phobos et Deimos, mais tellement petites qu'elles n'ont pas de rôle. Eh bien, l'obliquité de Mars bouge en permanence. C'est une des raisons pour lesquelles le climat martien ne peut pas rester stable, à des échelles qui sont du million d'années par rapport aux milliards d'années de sa durée de vie. Donc voilà, c'est quand on met tout ça bout à bout qu'on s'aperçoit que ce qui fait l'évolution et ce qui fait l'habitabilité, c'est
tellement de paramètres différents qu'on ne peut pas simplement considérer que l'évolution de la Terre elle est fonction de la distance à son étoile et que c'est ça qui va. Et une grande partie de ce que les gens disent actuellement sur les exoplanètes pour savoir si c'est habitable ou pas, c'est de savoir si les conditions à sa surface permettent que l'eau soit stable à l'état liquide. Mais s'il n'y a que la distance, ça ne va pas le faire. Il faut aussi la composition de l'atmosphère, comme je vous ai dit, et la stabilité de ce genre de choses sur le temps, etc. Donc ça, c'est un premier paquet, et c'est un tout petit paquet, de ce qui montre comment maintenant l'évolution va s'enrichir de tout ce qui peut, à un moment donné, arriver. Mais c'est la même chose dans nos vies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le métier que vous avez, c'est bien sûr l'endroit où vous êtes né, différent de la partie est du Bangladesh. Ça, c'est vrai. Mais c'est toutes les rencontres que vous avez pu faire, une émission que vous avez vue, un prof incroyable, une émission merveilleuse, etc., qui fait qu'à un moment donné, votre propre évolution, elle n'était pas inscrite dans le déterminisme de ce qui a pu être la formation de ce qui a été votre ADN. Eh bien, c'est la même chose pour toute l'évolution. Eh bien, la grande idée de Darwin, ce que les gens ne veulent pas encore majoritairement accepter, c'est que précisément l'évolution du Big Bang jusqu'à nous, il n'y a pas une flèche comme ça. On ne va pas dans une direction donnée. Ça, c'était Lamarck qui proposait ça, que tout ça vise à quelque chose. Et il y a encore, qu'on le veuille ou non, dans nos sociétés, ce n'est pas le cas en Asie où ils ont d'autres références, je veux dire, idéologiques ou philosophiques. Nous, on ne peut pas ne pas aller de A vers B, et dans cette trajectoire-là, la vie est une des étapes. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, alors que ce qu'a montré Darwin, c'est qu'à aucun moment il y a une flèche. L'évolution ne va pas vers ça, l'évolution des hominidés ne va pas vers l'homme. Personne n'a voulu que l'homme existe et qu'aujourd'hui on soit en train de parler. Non. C'est le contexte qui, à un moment donné, s'il n'y avait pas le soulèvement d'Afrique orientale, il n'y aurait pas eu dans les hominidés l'apparition de, etc. C'est ça la grande force du darwinisme pour moi. C'est de montrer que l'évolution est faite à tout moment de bifurcation et qu'il y a un très grand nombre de ce qu'il appelait des variétés, on va dire des possibles, et que l'orientation va prendre l'une ou l'autre des directions en fonction du contexte. Le contexte va dire, tiens, ça c'est plus favorable que ça, favorable par rapport à ce qu'on appelle l'adaptation. Et cette notion d'adaptation au contexte est essentielle. Comme le contexte évolue et c'est interactif, une espèce peut faire évoluer le contexte et le contexte va adapter plusieurs espèces, certaines espèces plus que d'autres, eh bien, tout cela fait quelque chose qu'on ne peut pas prévoir et prédire. Et c'est ça la force de ce qu'on comprend aujourd'hui de l'évolution des objets planétaires. On comprend pourquoi la Terre est devenue ce qu'elle est par rapport à ce que Mars est devenu, on commence à comprendre. Je veux dire, mais on comprend le principe même de la diversité des chemins. Et quelque part, ça revient à mettre du darwinisme, non seulement pour le vivant, mais pour toutes les étapes depuis le Big Bang. À tout moment, il y a des bifurcations. Et on est sur une des trajectoires. Et le tort que l'on a toujours, c'est de considérer que cette trajectoire, elle est unique parce qu'elle a été forcée par le destin, par le... Non, par un créateur. Non, non. À tout moment, tout existe pour pouvoir aller dans une direction plutôt que l'autre. Et d'ailleurs, c'est ça la force de, quelque part, ce genre de travaux donne par rapport aux enjeux de ce siècle, qui est de se dire, rien n'est écrit de l'évolution. Actuellement, il y a des défis qui sont à l'échelle du siècle et non plus du millénaire, en particulier avec le climat. Ces défis sont réellement planétaires, il faut des réponses planétaires. Mais la force, c'est de se dire, il n'y a rien d'écrit, on ne sait pas si on va être dans telle ou telle direction. Et tout ce que vous faites, ce que vous mangez, ce que vous consommez, ce que vous votez, etc., joue sur la biosphère. Et la biosphère joue sur vous. Et donc, que vous le vouliez ou pas, vous contribuez. Quand on dit l'homme fait l'histoire, c'est vraiment ça. Et c'est ça l'enjeu essentiel pour moi, que je retiens de toute cette évolution-là, par rapport aux enjeux, aux défis qu'il y a devant nous maintenant, surtout pour les jeunes, bien sûr, c'est de se dire que l'enchantement préviendra du fait que tout ce que vous faites, au niveau individuel, va déboucher sur des choses qui, collectivement, va permettre des solutions qui sont plus favorables que d'autres par rapport au maintien en particulier de l'homme comme espèce et surtout en interaction positive avec la nature, puisque cette idée de l'extraire de la nature n'a pas de sens, même si c'est écrit dans la Genèse. Bon. Et donc, il faut qu'on arrive à... C'est pour ça que je me suis amusé, si je puis dire, à essayer de travailler sur cette question-là, parce que ça provient d'une réflexion sur tout ce que l'exploration spatiale est en train de nous offrir, mais il y a il y a un résultat
concret qui arrive maintenant par rapport aux défis de ce siècle, justement. À quoi ça sert de savoir qu'on est seul? Et donc cette notion de vivant comme non pas un processus généré qui prendra des formes différentes, mais qui est la forme particulière de l'évolution de la chimie du carbone cosmique, et qui a pris cette forme-là parce qu'elle est adaptée à l'évolution de la Terre, qui elle-même est très unique, je pense qu'elle est essentielle. Vous savez, quand j'ai écrit ce bouquin, une des questions, justement, il y a deux grandes parties dedans. Il y a une partie sur le changement de paradigme par rapport à cette notion de diversité pour les planètes, pour les exoplanètes, tout ça. Puis la deuxième, qui consiste à dire, parmi les propriétés particulières de la Terre, il y a cette histoire de la chimie organique et du vivant. Le vivant étant une des propriétés particulières, même que la tectonique que l'on a, c'est une particularité très liée à l'évolution de la Terre, de ce qu'on appelle le mouvement interne, la tectonique en général. Eh bien, le vivant, pour moi, c'est pareil. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas de vivant ailleurs, c'est pas qu'il n'y a pas de chimie organique ailleurs. Partout, il y a de la chimie organique qui va prendre des formes différentes. Le vivant lui-même, c'est la forme particulière. Alors, bien sûr, une fois que j'ai dit ça, ça ne règle pas le problème. Qu'est-ce qu'on appelle le vivant? C'est ça la question. De même que je vous disais tout à l'heure, des terres, il y en a autant qu'on veut, ça dépend de la définition qu'on prend de la Terre. Si c'est un objet d'une certaine dimension, il y en a autant qu'on veut. Mais si vous voulez caractériser la Terre par le fait qu'aujourd'hui on est là pour en parler, avec tout ce que ça suppose d'évolution, là vous apercevez que le nombre d'épuifurcations est tellement énorme que vous n'arrivez pas à trouver deux fois la même chose. Donc c'est plus que de la sémantique, c'est que maintenant on est capable d'analyser tellement finement les choses pour dire des choses, il n'y en a pas deux pareilles. On peut évaluer par exemple la probabilité qu'il y ait deux êtres strictement identiques, génétiquement identiques. En fait, le calcul là pour le coup il est simple, il y a 23 chromosomes, la probabilité d'en avoir deux pareils c'est 1 sur 2 puissance 23, pour un couple ça fait 1 sur 2 puissance 46. Chaque couple a la probabilité de faire par couple, deux êtres identiques, c'est 1 sur 70 000 milliards. Donc voilà, donc la diversité de la population humaine, elle est directement liée à des choses comme ça. Alors pour en revenir donc à ce que je disais juste avant sur le vivant comme propriété très particulière, on a essayé, avec beaucoup d'amis biologistes, je ne suis pas biologiste, de savoir quelle est votre définition du vivant, c'est quoi le vivant? On s'aperçoit que si vous mettez 5 biologistes autour de la table, vous aurez en général 6 réponses et ils vont... Pourquoi? Parce qu'en fait, cette notion du vivant, c'est une notion ancestrale. Dans l'Antiquité, il y avait un mot, l'Antiquité grecque, il y avait un mot pour dire le vivant qui est le même qu'aujourd'hui, zen. Mais à l'époque, le vivant, c'était l'un des deux termes d'une binarité. Il y a le vivant et le non-vivant. Il y a les êtres vivants, etc. Et je ne veux pas leur jeter la pierre, justement, pour dire qu'il y a une différence entre une pierre et le vivant, parce que pour eux, la pierre, c'est éternel, ça ne bouge pas, et le vivant, tous les printemps, il y a de la chose qui revient. Bon. Et donc, il y avait cette binarité. Là où j'en veux, c'est aux gens qui aujourd'hui ont fait de la génétique, ont fait de la biologie, justement, comprennent ça, d'essayer d'introduire leur connaissance dans un concept et une binarité qui n'a plus lieu d'être, en fait. Parce que le problème de cette binarité, si vous avez une propriété qui unifie le vivant, vous dites le vivant, il est caractérisé par... Vous regardez un petit peu toutes les définitions qui traînent, autocatalyse, autoreproduction, auto quelque chose. Déjà ça, moi, ça m'énerve parce que le propre du vivant, c'est qu'il n'est pas autonome. C'est qu'en permanence, le vivant, il pompe soit du CO2, soit des ingrédients de l'extérieur. Si vous coupez le lien, ça ne s'appelle pas la vie, ça s'appelle la mort. Donc, le vivant, justement, il n'est pas autonome. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous prenez un arbre, l'arbre, s'il n'avait pas ses feuilles pour récupérer de l'énergie, s'il n'avait pas des racines pour récupérer des ingrédients, il ne serait pas là. Donc, ce n'est pas l'arbre en soi qui est intéressant. C'est l'arbre dans son écosystème qu'il faut comparer à autre chose. Et à ce moment-là, vous apercevez que la définition du vivant, elle devient plus compliquée. Surtout que la définition du vivant avec simplement cette binarité veut dire qu'à un moment donné, cette propriété, elle doit naître spontanément d'un monde qui ne l'a pas. Vous passez du non-vivant pour faire, c'est de la génération spontanée que le pauvre Pasteur a mis des décennies à se battre contre. Et il y a réussi presque entièrement. Sauf qu'on le maintient, on accepte pour Pasteur, on ne l'accepte pas pour le vivant. On accepte quand même souvent l'idée que le vivant naît spontanément. Le créationnisme répond bien sûr à la question, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas vérifiable, donc ce n'est pas l'approche scientifique qui permet de comprendre ce qui se passe. Non, donc il faut arriver à autre chose pour définir le vivant. Et avec tous ces amis-là, j'ai essayé de trouver une propriété qui caractérise justement cette forme particulière de la chimie qu'est le vivant. Et c'est essentiellement le fait que la traduction, pour aller vite, du code par l'ARN
qui est dans l'ADN du code, est transformé ensuite en fonctionnalité. C'est la transformation de ce code génétique en fonctionnalité, de reins, des yeux, machin, qui va caractériser cette capacité de cette chimie particulière qu'est le vivant. Mais vous dites, mais quelles sont les molécules qui font ça? C'est des protéines, les ribosomes, etc. C'est cet ensemble-là qui va... Et vous me demandez, mais quelle est la chaîne de réaction qui va conduire à ces choses-là? Vous apercevez que la chaîne de réaction qui conduit à ces molécules qui ont cette fonction de transformer en fonction précisément le code génétique, elle est aussi complexe que ce qui a fait que la Terre est devenue la Terre et pas Mars et Vénus. Et donc, quand je dis qu'il n'y a pas de vivant ailleurs, c'est que la chaîne de l'évolution de la chimie dans le cas terrestre qui a conduit à ce qu'est le vivant, cette chaîne est tellement adaptée à cet ensemble très compliqué d'évolution pour lesquels la plupart des étapes, on ne connaît pas, bien sûr, on ne sait pas quelle était la composition des océans primordiaux. C'est cette évolution-là qu'on essaye de reconstituer maintenant, et c'est entre autres pour ça qu'on essaye de savoir quels étaient les grains qui sont tombés dessus, pour voir comment, avec ces grains-là, qu'est-ce qu'il faudrait être dans l'eau et mettre pour arriver à ça plutôt que ça. On arrive à cette idée de cette adaptation progressive vers quelque chose qu'on appelle le vivant, et que retrouver ça ailleurs, même s'il y a des milliards de milliards, ça va être compliqué. Alors là, je vais dire un gros mot, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent de terraformation. Je pense que c'est aussi lié au regard qu'on porte sur Mars et à la volonté de certains de pouvoir aller sur d'autres planètes, les coloniser, etc. D'après notre discussion, et c'est aussi le propos de votre livre, ça n'a pas de sens de parler de terraformation parce que la Terre est le résultat d'une histoire qui est unique, qui lui est propre, et du coup le vivant qui est dessus est directement connecté à ce contexte, et donc ça n'a pas de sens de le penser ailleurs, de le reconstruire ailleurs. Vous le dites mieux que je ne saurais le dire, c'est exactement ça. Ouais. Quand Elon Musk, pour ne pas le citer, propose que des dizaines de milliers, voire plus, de personnes iront sur Mars le jour où nous aurons rendu la Terre inhabitable, c'est un luxe insolent d'abord, c'est ahurissant d'oser ça. Mais par rapport à ce que vous dites, indépendamment de ce luxe insolent, je dirais, c'est une aberration scientifique. L'homme, dans la diversité qu'il est, il est adapté à toute cette histoire précédente. On pourra peut-être, je pense d'ailleurs qu'on ne le fera pas, mais on pourrait envoyer des gens sur Mars comme on les a envoyés sur la Lune, mais ils seront dans des bidons faits d'air terrestre et ils mangeront des nourritures terrestres. L'idée de reconstituer sur Mars un environnement qui est l'environnement dans lequel l'homme est adapté, l'environnement de la Terre, avec ce que cela veut dire, des espèces majeures et mineures qui, dans l'atmosphère, dans l'eau, etc., ça n'a pas de sens. On ne va pas refaire de Mars ce qu'il a fallu que la Terre prenne 4,5 milliards d'années dans des conditions très particulières pour arriver à faire. Donc non, bien sûr, cette notion de terraformation, elle date d'une époque où on n'avait pas d'idée de ce que veut dire l'évolution, on n'avait pas d'idée darwinienne de ce qu'est réellement l'adaptation progressive à un environnement qui lui-même s'adapte à l'évolution, qui interagit avec ça. Donc elle est fondamentalement erronée, cette notion-là. Ce n'est pas un hasard si c'est aux États-Unis qu'elle est née. Non, pas qu'elle est née, bien sûr, mais qu'elle est actuellement. Il y a un regain d'intérêt pour ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés maintenant à enseigner le darwinisme aux États-Unis. Donc voilà, j'espère que chez nous, cette notion de terraformation peut être combattue et sera combattue et est combattue suffisamment pour se dire non, il n'y a pas de plan B pour l'homme sur Terre. Ce qu'a montré l'exploration spatiale, c'est que la Terre est un monde incroyablement petit, confiné, aux ressources limitées. On est dessus et il faut faire avec. Et il n'y a pas de plan B. Et c'est une fois qu'on a compris cela, et avec en plus cette idée que non seulement les ressources sont limitées, mais qu'elles sont très inégalement réparties sur Terre. Il y a des endroits où il y a tel ça. Pour des raisons historiques, pour des raisons... Vous savez que par exemple, qu'est-ce qui fait qu'il y a des mines dans tel endroit plutôt qu'un autre? Pourquoi il y a tellement de métaux complexes et précieux en Afrique du Sud, par exemple? C'est qu'on a trouvé que l'Afrique du Sud est un endroit où il y a eu un impact primordial, il y a eu un cratère d'impact, de très grande dimension. Quand vous avez un cratère, pourquoi vous avez un cratère? Vous avez un objet qui arrive et ça va volatiliser ce qui est le plus volatile, donc il va partir dans l'atmosphère, l'oxygène, etc. Et vous allez enrichir tout autour, dans tout ce qui est le plus réfractaire, le plus stable, les métaux. Et donc, vous allez vous trouver plein de métaux qui vont être enrichis localement par rapport à ce qu'il y avait avant,
ou s'était mélangée dans tout ce matériau-là, simplement parce que le reste a disparu. Donc, l'histoire de la Terre se retrouve entre autres dans l'inégalité de la répartition de toutes les choses. Une fois qu'on a dit ça, il faut faire avec. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les défis sont planétaires, les réponses doivent être planétaires. Ben, il faut qu'on transforme, et ça paraît utopique, mais si j'ai le temps, mais je ne l'aurai pas, je pense que ce n'est pas utopique et qu'on a les possibilités de changer des paradigmes. Il faut changer des paradigmes essentiels sur la manière de construire nos affaires, de construire nos sociétés, de construire les combats. Et je pense bien sûr aux jeunes qui sont très mobilisables et mobilisés sur ces questions-là. Dans la mesure où les réponses doivent être planétaires, on pense au climat évidemment, mais c'est vrai par rapport aux ressources, c'est vrai par rapport à beaucoup d'enjeux, donc les guerres aussi. Une réponse planétaire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce n'est pas par la force qu'on gagnera. On ne va pas s'imposer par la force. Il faut supprimer les confrontations et aller à la coopération. Ça, c'est quelque chose que la science sait faire, pratique, dans beaucoup de domaines. Le CERN existe, en astro, on le fait très couramment. On travaille, moi je travaille aussi bien avec des Japonais, des Chinois qu'avec les Américains et des pays européens. Pourquoi? Parce que sur ces questions-là, même si la conception des questions, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos éventuellement même de l'au-delà et des choses comme ça, n'est pas la même, on accepte l'idée qu'on peut travailler ensemble pour augmenter le corpus de la science, c'est-à-dire des choses qui ne sortent du dogme pour être validées par l'expérience et qui deviennent des choses sur lesquelles on s'appuie. Donc, il faut que la coopération devienne le mode de pratique à toutes les échelles de l'activité humaine. Alors ça paraît, bien sûr, quand on entend en ce moment, quand on entend ce qui se passe avec non seulement les guerres, mais les choses qu'il faut se préparer à des guerres, augmenter les budgets de la défense, etc., au lieu de parler d'éducation et d'alimentation, on se dit, mais on est complètement on est à côté de la vie. Non, je pense que oui, on est à côté d'une partie de ce qui se dit dans le monde. C'est pas dans tout le monde, hein. C'est dans notre monde à nous qui essayons de maintenir des privilèges acquis du temps de l'esclavage et du colonialisme. Donc il faut qu'on arrive à s'extraire de tout ça, accepter que des gens qui ont été... Il y a tellement d'inégalités, non seulement de répartition des ressources, mais de répartition humaine, d'inégalités sur ce que l'histoire a fabriqué avec les empires dans le passé, qu'on a réussi par la force à les maintenir. Aujourd'hui, les gens ne l'acceptent plus, ce qui est une bonne chose. Il faut éviter qu'il y ait un affrontement majeur. Et pour ça, il faut avoir une pratique de coopération où chacun y trouve son... C'est pour ça que, par exemple, le fait du repli sur soi, où il faut tout faire en local, etc., il y a du bon là-dessus, bien sûr. C'est dur de manger des tomates qui ont fait 10 000 km. Mais on ne va pas refaire les communes populaires chinoises où chacun va faire son acier, son truc et son machin. Il faut qu'on ait une pratique d'échange où chacun y trouve son compte, qui soit une pratique réellement de coopération. Et donc, cette vision, seule dans l'univers, elle débouche nécessairement sur des pratiques qui, à mon avis, sont très fructueuses et fécondes à terme, mais à terme à l'échelle de quelques dizaines d'années et pas à l'échelle de quelques millénaires. Donc là, on arrive sur la fin de notre entretien. Vous avez ramené un livre, on en a déjà pas mal parlé. Pour revenir un petit peu dessus, donc le livre s'appelle « Seul dans l'univers ». Il n'y a pas de point d'interrogation. Pour ceux qui ont regardé l'entretien jusqu'au bout, ils savent déjà plus ou moins où vous voulez en venir. Donc là, ça reprend les points qu'on a mentionnés pendant la conversation en allant un petit peu plus loin, c'est ça? Oui, vous voyez, vous savez, bon, Seul dans l'univers, c'est le titre souhaité d'ailleurs par Odile Jacob elle-même. J'ai gardé ce qu'il y a dans le sous-titre, de la diversité des mondes à l'unicité de la vie. Il y a deux parties essentielles. La première qui explique comment, de cette notion d'extrapolation de la Terre dans l'univers, avec la pluralité des mondes, on arrive aujourd'hui à l'idée que ça n'a pas de sens, il n'y en a pas deux pareils, et qu'on commence à comprendre la raison de cette diversité. Donc il y a d'abord ce premier changement de paradigme sur ce qu'est l'évolution quelque part, de quoi dépend l'évolution, quels sont les moteurs de cette évolution qui débouchent sur la diversité de tout ce que l'on voit. Ça, c'est la moitié. Et l'autre moitié essaie de s'interroger sur cette question de savoir si parmi les propriétés uniques de la Terre, différentes qu'on ne trouve pas ailleurs, j'explique aussi pourquoi ça vaut la peine de continuer la recherche. J'en ai pas parlé là, mais bien sûr, c'est essentiel, en particulier sur Mars, où on a des missions qui vont essayer de comprendre, en particulier, comment les mêmes ingrédients ont conduit à un autre type de chimie, pour qu'on essaye à partir de là de comprendre ce qui s'est passé sur Terre pour aboutir à ce que la chimie soit le vivant. Mais la deuxième partie, c'est justement ça, une réflexion sur cette question de savoir si le vivant n'est pas la forme particulière de l'évolution de la chimie organique adaptée à l'évolution de la Terre. Et ça remet en question, entre autres, le concept même de vivant. Et c'est ça qui m'a amusé, qui continue à m'amuser.
Et c'est basé, ça aussi, non pas simplement sur une recherche purement théorique ou philosophique, mais sur une pratique scientifique qui continue l'exploration spatiale, qu'on a entre autres initiée avec Philae et Rosetta, qui consiste à essayer de comprendre réellement quels ont été les ingrédients, même à l'échelle très secondaire ou mineure, qui sont présents encore aujourd'hui dans des corps qui ont gardé la mémoire de ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années, et on pense bien sûr aux astéroïdes et aux comètes. On a maintenant des missions de retour d'échantillons astéroïdales, et il y en a deux en particulier sur lesquelles je travaille actuellement, une qui a été faite par les Japonais et l'autre par les Américains, qui sont en train d'être analysées, et on nous a demandé à nous de construire un instrument qui, sur place, là où les échantillons sont conservés, analyse grain par grain au Japon, ce qui a été fait en particulier du point de vue de la chimie du carbone, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces grains qui, injectés dans les océans terrestres primordiaux, ont pu influencer l'orientation de l'évolution vers le vivant. Et on a trouvé des choses intéressantes. Je vous donne juste un exemple, mais je ne vais pas Vous savez que dans l'ADN, il y a 3 composants. Il y a des sucres, il y a des phosphates et il y a des bases azotées. Il y a toujours un problème avec les phosphates. D'où vient cet ion phosphate? Eh bien, on a trouvé un minéral très particulier, fabriqué dans des conditions très particulières, dans des astéroïdes très particuliers. Donc, Ryugu en fait partie et Bennu en font partie. Et on a montré que ces grains-là, injectés dans de l'eau, vont libérer le phosphate qui va pouvoir se mettre éventuellement avec les carbones et aller à fabriquer des molécules de type de l'ADN, de l'ARN, de l'ATP, etc. Donc voilà, c'est cette idée qu'il y a dans le vivant des choses qui sont intimement liées à l'évolution de la Terre, et donc que le vivant est terrestre par essence. Et bien s'il est terrestre par essence, il est unique aussi. Et c'est ça la deuxième partie du livre sur l'unicité du vivant. D'accord. On mettra dans tous les cas le livre en description pour tous ceux qui voudront l'explorer. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Bibring. Merci beaucoup à vous. C'est merveilleux d'avoir le temps comme ça de bavarder sur des choses qui ont occupé des dizaines d'années. Merci. Un grand plaisir. Merci énormément.